dans ce nouveau live. Alors j'attends de voir un petit peu si vous vous connectez. Je suis très contente de vous retrouver sur ce sujet des choix parentaux. Je vous en ai parlé, ça me tient à cœur de parler de ça avec vous. Alors là, je vais vous partager, à chaque fois, je vous partage un petit peu des questions qui peuvent vous aider, vous, à prendre vos décisions et qui, donc pour être sereine et confiante dans ce que vous allez choisir, ne pas vous laisser polluer par le regard des autres, parce que les autres en pensent, parce que la société en pense, et vous partager moi ce que j'ai choisi en fait de faire avec ma fille, pourquoi je l'ai choisi aussi, peut-être que ça vous aidera. Je sais que quand durant la grossesse, alors ça peut venir aussi après, le cododo du coup, le sujet d'aujourd'hui, c'est plutôt un choix qu'on... Je vais y revenir d'ailleurs, mais juste je voulais dire que souvent pendant la grossesse, on peut se poser plein de questions sur ce qu'on va faire après. Quel choix on va faire, quelle éducation on va donner. Et il y a des choses qui peuvent nous stresser, nous angoisser, nous poser questions. Et je sais qu'il y a des mamans et des papas qui ne se posent pas 36 000 questions, qui disent qu'ils verront sur le tas, qui feront au feeling. Et c'est très bien aussi, puisque si ça ne les stresse pas, c'est très bien. Et puis il y a d'autres personnes qui sont très stressées et qui veulent du coup tout pouvoir contrôler et qui vont chercher beaucoup d'informations. Et d'autres qui, pas forcément dans le stress. Moi par exemple, c'était mon cas, c'était pas forcément une question de stress, pas du tout, mais c'était juste de savoir où j'allais aller, même si rien n'est figé bien sûr, puisqu'on peut changer toujours d'avis sur le moment, puisque chaque parent et chaque enfant est différent et unique, donc forcément on va s'adapter et s'ajuster en fonction de nos enfants et de nous aussi nos ressentis, mais je trouve que c'est intéressant. Moi j'avais besoin de connaître toutes les possibilités en fait, et ça a été une escalade de choix qui se sont présentés parce que je me suis d'abord renseignée, je voulais accoucher de manière naturelle, donc j'ai commencé par là. Ensuite ça m'a amené, donc comme je savais que je voulais aussi allaiter ma fille, ça m'a amené en cherchant sur l'allaitement, des choses, des connaissances. Coucou, bienvenue. N'hésitez pas à me dire si vous entendez bien. Coucou Sarah, bienvenue. Aujourd'hui, je vais parler du cododo et de comment faire son choix aussi et comment se déconditionner un petit peu du regard des autres et de ce qu'en pensent les autres. Donc je disais que c'est vrai que pendant la grossesse, on a parfois, on se dit on va faire au feeling. Et donc je disais, il y a aussi ceux qui au contraire vont se poser plein de questions pour savoir où ils vont aller. Donc rien n'est figé effectivement. Mais c'est bien, moi en tout cas, ça me rassurait de savoir quelle possibilité j'allais choisir, même si je savais que je pouvais changer après. Mais en tout cas, de faire mes choix en conscience. Parce que, en mon sens, la problématique de quand on fait au feeling, c'est qu'on n'a pas forcément toutes les possibilités qui se présentent à nous. Super, merci Jasmine. Y a pas on ne connaît pas toutes les possibilités. Par exemple, donc j'étais en train de dire, moi, de l'allaitement, de mon désir d'allaitement, de naissance naturelle, ça m'a amené à justement découvrir le cododo qui pour moi avant était quelque chose, donc avant d'avoir des enfants, d'avoir ma fille, pour moi le cododo c'était pas du tout envisageable en fait. Pour moi on dormait chacun voilà dans nos chambres, j'avais grandi comme ça et donc pour moi c'était comme ça, donc comme la société le veut aussi, hein, la chambre parentale, ma chambre à moi, donc j'avais même pas imaginé ou envisagé de dormir avec mon futur enfant ou mes futurs enfants. Et c'est là où c'est dommage en fait quand on ne va pas chercher forcément, c'est que à se renseigner, c'est qu'on se ferme un peu les possibilités parce que en cherchant, en plus quand on est enceinte vers la fin de grossesse, on a un peu de temps pour réfléchir, pour observer, pour lire des choses. Et c'est vrai que moi ça m'avait ouvert à ça. J'étais allée, donc j'avais perçu le cododo parce qu'effectivement ça pouvait faciliter l'allaitement puisque la nuit l'enfant a besoin de se réveiller pour téter, pour stimuler la lactation, que c'est vers 3h du matin où elle est le plus stimulée. Donc ça allait dans le sens de mon allaitement. Ensuite j'ai su plein de choses autour de ça, aussi de se réconforter, parce que parfois on a peur par rapport au cododo aussi, à l'apport de la mort subite du nourrisson, de l'étouffer.
Or, quand on va justement rechercher un petit peu, justement, coucou Juliane, bienvenue. Si on va chercher un petit peu, justement, on se rend compte qu'au contraire, c'est même conseillé. D'ailleurs, l'Organisation mondiale de la santé recommande de dormir dans la même chambre que son enfant jusqu'à ses 6 mois. Alors après, ça peut être dans le lit ou pas dans le lit. Bien sûr qu'on ne va pas le faire n'importe comment. Et je vais y revenir d'ailleurs. Donc juste, je voulais terminer ça sur le cheminement que moi, en tout cas, j'ai eu et que je sais que souvent les mamans ou les papas peuvent avoir aussi. Et je trouve ça intéressant pour faire nos choix donc en conscience. C'est que donc du cododo, après ça m'a amené à la motricité libre, après ça m'a amené donc au portage aussi, à la diversification menée par l'enfant. En fait, il y a tout un cheminement après qui se fait avec d'autres choses qui sont très différentes de ce qu'on a l'habitude de faire, justement parce que quand on va le faire au feeling, on peut aussi faire au feeling mais par rapport à nos conditionnements. Et donc au final, c'est plus tellement au feeling. Parce que si c'est lié à nos conditionnements, à nos croyances, à ce que la société véhicule, c'est plus au feeling, c'est plus vraiment à l'instinct. Par exemple, laisser pleurer un enfant quand il veut aller... quand il veut pas dormir seul, par exemple. Toutes ces choses, c'est des choses que souvent, justement, instinctivement, les mamans disent que c'est trop difficile pour elles de laisser pleurer leur enfant. Mais pourtant, des fois, on le fait parce que c'est comme ça qu'on a toujours fait, donc on va le faire et parce que les conseils vont dans ce sens. Même les conseils des professionnels à l'heure d'aujourd'hui. Donc c'est pour dire que c'est pas toujours aussi d'écouter ce que les professionnels de la santé peuvent nous conseiller, puisque, comme dirait Maya, c'est pas... les professionnels de santé, ils sont là pour les maladies ils sont autour de la santé des maladies infantiles pour les pédiatres, mais ils sont pas forcément pour l'éducation. Enfin voilà, c'est pas leur domaine, l'éducation. Donc après, à nous de pouvoir faire nos choix en conscience. Donc je reviens à notre sujet du cododo. Alors je sais pas si vous avez des questions, vous, si c'est quelque chose que vous avez choisi, si c'est quelque chose que vous voulez absolument pas, quelle est votre approche par rapport au cododo. Donc moi je vous le disais avant, j'avais cette vision, c'est la chambre parentale, c'est les parents, et les enfants, c'est les enfants. Voilà, chacun a sa place et c'est très bien. Puis donc j'ai découvert que le cododo pouvait être très bien, et justement moi j'avais peur aussi de la mort subite du nourrisson, et j'ai découvert que justement c'était plutôt conseillé de dormir avec notre enfant. J'ai appris pourquoi il se réveillait souvent. Donc déjà il y a le côté de la tétée, mais il y a aussi le fait que depuis la nuit des temps, les enfants se réveillent pour se réconforter, pour être sûrs qu'ils sont en sécurité. Parce que le fait de pleurer et de se réveiller va permettre à l'adulte de le protéger. Parce que s'il était, par exemple, j'ai déjà lu plein de fois cet exemple, mais si à l'époque, les Cro-Magnons, il était dans la grotte d'à côté, il aurait pu se faire dévorer par un animal. Donc il avait besoin d'être près de sa maman. Donc on est programmé pour ça en fait. Tout à fait pour le cododo, yes. Une copine de cododo. Et du coup, comment ça se passe alors, si tu veux bien nous raconter et comment tu en es venue là? Est-ce que justement c'était quelque chose dans ta famille qui a toujours été comme ça, ou est-ce qu'à la base tu n'étais pas du tout pour et ça s'est fait en cherchant, que ça t'a apaisé? Comment as-tu fait ton choix? Parce que du coup, c'est ce que je voulais vous partager, c'est que souvent, le cododo, c'est mal vu. On dit, moi, pendant ma grossesse, on me l'a très souvent dit, alors que je savais que j'allais le faire. Mais on me disait, surtout, tu ne dors pas ne dormez pas avec votre enfant parce que vous n'allez plus vous en sortir jusqu'à 4 ans. Moi, ça a été la galère, c'est ce que j'ai fait avec mes enfants, etc. Et moi, je disais, oui, mais je sais que je le ferai quand même, c'est pas grave. Et en fait... souvent on donne ça parce qu'on pense aux mauvaises habitudes, sauf que quand déjà on a en tête et qu'on a changé cette vision-là, qu'on se dit qu'il n'y a pas de mauvaises habitudes, il y a des habitudes, mais c'est pas des mauvaises habitudes, c'est juste l'habitude qu'il y a. Et pour ma part, comme je le vois comme quelque chose qui répond aux besoins de mon enfant, ça me dérange absolument pas. Le jour où ça me dérange, je vais modifier ça. Et par contre, donc j'avais cette idée-là, et en me renseignant sur les consignes de sécurité, moi aussi, je fais le cododo avec mes 2 garçons, avec les 2 en plus. Alors, ça doit être assez sport du coup. Tu as pris un grand lit. Comment tu as fait? Tu as collé un lit. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui collent. Nous, c'est ce qu'on avait fait au début. On avait notre matelas au sol et du coup, on avait collé un grand lit à côté. Enfin, le lit de ma fille en fait à côté. Et du coup, ça nous faisait un plus grand lit. C'était plus confortable parce que c'est vrai qu'on se retrouve vite à l'étroit. D'ailleurs, quand on va à l'hôtel et qu'il y a des grands lits
king size, là, c'est le paradis. Parce que c'est vrai que sinon, on se retrouve vite à l'étroit. Et donc, du coup, j'en reviens à ce que je disais, c'est que c'est mal vu et beaucoup n'osent pas le dire, en fait. N'osent pas le dire, mais par contre, ils le subissent. C'est-à-dire qu'ils trouvent ça mal, ou ils ne veulent pas, ou voilà. Mais par contre, ils vont pas forcément le dire, mais ils le vivent. C'est-à-dire que l'enfant va se réveiller dans la nuit, il va les rejoindre, mais ils ne considèrent pas qu'ils font du cododo. Alors moi, je dis autant le faire par choix et assumer complètement le fait de dormir avec ses enfants. Et que c'est très bien comme ça, en fait, parce que on sait que c'est bon pour eux. Et voilà, moi, je sais que on lit souvent dans les conseils de dire n'en parlez pas au pédiatre, ne dites pas parce que vous allez avoir des réflexions. Mais moi, en fait, j'ai aucun souci à le dire parce que j'assume totalement. Et si quelqu'un ça le dérange, il dort pas avec moi de toute manière, donc ça les regarde pas. Enfin, ça les regarde pas. Voilà. Si la question se pose que je viens à le faire, coucou Anya, bienvenue. On parle de cododo. Et du coup, si on vient à me poser la question, de toute manière, les gens voient bien que ma fille ne va pas se coucher toute seule parce qu'elle a encore besoin de moi pour s'endormir, de moi ou de mon mari. Donc pour moi, c'est totalement ok. Alors c'est vrai que des fois, quand on est en soirée avec tout le monde, c'est moins confortable que de juste poser l'enfant dans la chambre et fermer la porte, lui dire bonne nuit, à demain. C'est sûr que c'est moins facile et moins confortable. Et puis bon, on a envie des fois d'être avec les amis, avec les adultes. Mais pour moi, c'est ok parce qu'il n'y a pas de meilleure place qu'avec ma fille, même si des fois, j'aimerais mieux aller m'amuser avec les collègues et juste avoir à fermer la porte aussi. Mais c'est mon choix et donc ça me va très bien. Et donc voilà, quand ça vient à se dire, j'ai aucun souci à défendre entre guillemets mon point de vue, même si je n'ai pas besoin de les défendre, mais en tout cas à assumer. Parce que je trouve que c'est dommage de le subir, de venir à finalement le subir sans vraiment pouvoir l'avouer. Oui, on a investi dans un grand lit. Ah bah ouais, c'est vachement plus confortable du coup. Je suis encore enceinte, mais comme toi, c'est un cheminement. Ah d'accord, donc du coup, c'est pas encore arrivé. Bah effectivement, alors du coup, je suppose que pareil, c'est le cheminement de j'ai cherché ça, j'ai découvert ça et ça s'en est venu là. Et donc du coup, ça sera un futur choix conscient. Et c'est chouette. Parce que voilà, donc en fait, c'est ça, c'est qu'après, quand on est... déjà, on se sent un peu, des fois, pas forcément en confiance quand on vient d'avoir notre bébé. Donc chacun y va de son conseil, surtout si par exemple il a du mal à s'endormir comme la société voudrait qu'un enfant s'endorme. Du coup, c'est vite, ah oui, mais voilà, parce que tu l'as habitué, tu dors avec, donc forcément, voilà, il dormira plus jamais seul. Je pense pouvoir rassurer tout le monde en disant que chaque enfant peut dormir seul. À ses 18 ans, c'est sûr qu'il dormira tout seul. D'ailleurs, au Japon, jusqu'à 12 ans, en général, ils font, ça fait partie des traditions, c'est pas choquant que jusqu'à 12 ans, ils fassent du cododo. Généralement, à 12 ans, ils ne le font plus avec les parents, mais ils sont entre frères et sœurs, entre fratries. Donc, c'est juste une question de culture et de vision, en fait, du cododo. Et c'est dommage. Et moi, je sais que donc aujourd'hui, la vision que j'ai, parce qu'on me dit oui, mais alors l'intimité du couple, mais en fait, on n'a pas que la chambre, on n'a pas que le lit pour avoir l'intimité du couple. Et justement, on se plaint qu'après un enfant, c'est plus trop ça, etc. Donc, ça peut mettre aussi du piment, que ce ne soit pas forcément dans la chambre. Moi, aujourd'hui, j'ai la vision de ma chambre comme un dortoir. Et d'ailleurs, ça devrait l'être finalement pour tout le monde. C'est que une chambre, c'est fait pour dormir. C'est fait pour se reposer généralement. Donc moi, je n'ai aucun souci à le voir comme ça et à me dire que mon intimité, elle est ailleurs que dans ma chambre où ma fille dort. Bon, même si maintenant elle a 3 ans et des fois elle commence la nuit ailleurs ou parfois pour que chacun puisse dormir paisiblement, c'est mon mari qui dort avec ou c'est moi. Mais on n'a aucun souci avec ça. Enfin, en tout cas, pour ma part, c'est pas du tout gênant. Et voilà, juste pour dire en fait que c'est intéressant de l'assumer totalement. Et j'en reviens à mes questions que je vous ai posées dans les vidéos précédentes sur les choix parentaux, c'est qu'est-ce que vous pensez de ça en fait? Donc là, par exemple, qu'est-ce que vous pensez du fait de dormir avec votre enfant? Est-ce que c'est le côté intimité? Est-ce que c'est le côté, non mais la famille, enfin voilà, le lieu du parent, enfin la chambre parentale, ça doit rester la chambre parentale et l'enfant doit dormir tout seul. Est-ce que, voilà, quelles sont toutes les pensées qu'il y a derrière ça? Parce qu'en fait, en général, c'est ces croyances-là qui vont faire que on va pas forcément bien le vivre ou encore une fois qu'on va le subir. Et je trouve ça vraiment très dommage. Voilà, parce qu'encore une fois, même l'OMS le recommande jusqu'à 6 mois pour éviter la mort subite du nourrisson.
Je sais que quand ma fille, on avait testé de la laisser pour voir si peut-être elle se réveillait moins ou si elle dormait mieux, ce qui n'a pas été le cas. Et moi, du coup, ça m'a beaucoup plus reposée et j'aurais pas tenu si j'avais dû, déjà que j'étais fatiguée, qu'elle se réveille souvent, j'aurais pas tenu si à chaque fois il avait fallu se lever pour aller dans sa chambre. L'hiver, il fait froid, on sort du lit, il fait froid, j'ai pas envie de traverser deux chambres pour aller la réconforter. Donc j'aimais autant l'avoir tout près de moi, elle était réconfortée immédiatement. Elle n'avait pas besoin de vraiment pleurer puisque du coup elle était tout de suite. Et avec l'allaitement, bien sûr, ça a aidé beaucoup puisque immédiatement elle avait le sein à disposition, donc elle se rendormait. Ça réveillait pas toute la maison, donc c'est beaucoup plus pratique. En tout cas, c'est à mon sens. Et alors bien sûr, il faut, je disais tout à l'heure, les règles de sécurité. Donc il faut ne pas avoir pris de médicaments, ne pas fumer, ne pas avoir pris de drogue, ne pas être en surpoids aussi. Ça, c'est une chose, il me semble, dans les règles de sécurité. Après, il faut faire attention aux couettes. Il ne faut pas avoir des couettes qui puissent recouvrir l'enfant. Il ne faut pas avoir plein de coussins et même éviter d'avoir des coussins pour pas, pareil, étouffer l'enfant. Mais c'est moins dangereux en fait de dormir avec son enfant, de pouvoir l'entendre respirer, surtout qu'il se cale sur la respiration de sa maman et c'est là où ça prévient justement la mort subite du nourrisson parce que du coup il va se caler sur la respiration donc il n'oubliera pas de respirer et puis la maman a un instinct qui fait qu'elle va forcément entendre et réagir à son enfant aussi, donc c'est intéressant. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? C'est important aussi de le mettre du côté de la mère et de faire en sorte qu'il ne puisse pas se coincer entre deux matelas par exemple, entre le matelas et le mur. Voilà, il faut veiller à ce genre de choses, mais une fois qu'on a fait en sorte que la sécurité... Coucou, bienvenue Marine. Coucou Christine. Une fois qu'on a veillé à ce que toutes les règles de sécurité soient maintenues et respectées, en fait, il n'y a aucun souci. Au contraire, c'est beaucoup plus facilitant pour tout le monde, à mon sens. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez des questions, si vous avez votre vision par rapport à ça. En fait, j'avais vraiment juste envie de vous partager moi mon expérience par rapport à ça, le fait que j'étais pas du tout là-dedans avant d'avoir ma fille et avant de me poser toutes ces questions en termes d'éducation pendant ma grossesse, mais qu'après, en fait, j'ai très vite vu à quel point ça pouvait être justement bénéfique en fait pour tout le monde. Et je voulais après parler aussi du coup du portage parce que ça me fait penser aux mauvaises habitudes qu'on dit aussi, si tu le portes trop, c'est une mauvaise habitude. Alors moi j'avais fait pendant ma grossesse et si vous avez l'occasion, je vous conseille vraiment de vous l'offrir ou de vous le faire offrir, c'est de faire un atelier de portage. Alors je suis à 100% pour le portage et quand je vois des mamans qui portent leur bébé en écharpe, en porte-bébé, je suis super contente. Par contre, il y a des fois où ça me crispe à un point très important. C'est que souvent, en fait, les enfants sont mal installés. Et c'est pour ça que je vous dis, si vous envisagez de pouvoir faire du portage avec votre bébé, je vous encourage à le faire à 1000%. Mais faites un atelier de portage ou rapprochez-vous d'une monitrice pour qu'elle puisse vous montrer comment installer au mieux possible l'enfant. Voir aussi et tester, ça a été bien. Moi, j'avais testé plusieurs moyens de portage. Notamment donc l'écharpe, il y a différentes écharpes avec différentes matières en fait selon donc elles vont pouvoir vous conseiller et puis aussi vous conseiller en termes de porte-bébé parce que parfois il y a des porte-bébés qui ne sont pas du tout physiologiques et je pense notamment à ces trucs de rando là où on voit les enfants qui sont portés et qui ont les jambes toutes droites, qui sont en suspension, qui sont pas du tout confortables et pas du tout physiologiques pour l'enfant. Et donc voilà, c'est pour ça que je vous conseille grandement de faire un atelier de portage parce que vous allez avoir plein d'informations. Si vous êtes, je crois qu'elle est sur Gap maintenant, Marie-Reine Truffen, elle est top. Moi, c'est celle qui, je la connaissais en fait avant d'être enceinte et j'avais fait donc un atelier avec elle. Et c'est une mine d'informations pour le développement justement de l'enfant. Elle nous avait notamment expliqué qu'en fait, quand un enfant naît, il est immature. Un petit peu comme les kangourous en fait. Il y a plein de mammifères qui naissent, voilà, ils savent marcher, ils sont déjà presque indépendants, alors que le bébé humain, lui, il est totalement dépendant et son cerveau n'a pas fini sa construction, en fait, son développement. Et donc, en fait, pendant 3 mois au moins, il continue son développement comme ça, hors du ventre. Donc, le fait de l'avoir
tout près de soi en portage, enveloppé dans l'écharpe. Moi j'avais adoré l'écharpe parce que voilà, c'est le coton, il est vraiment, en fait il a vraiment le dos arrondi, les genoux et plus haut que les hanches en fait, donc vraiment pour être un peu comme quand il était dans le ventre, tout lové. Ça respecte sa physiologie, ça le contient comme il était dans le ventre, donc ça le rassure. Vous l'avez près de vous et la maman, elle est libre. Vous pouvez faire plein de choses. Moi, je faisais la cuisine. Bon, il faut faire bien sûr attention s'il est devant quand vous cuisinez des choses que vous faites cuire. Et bien sûr qu'il faut faire attention. Mais après, quand vous avez plus peur, vous pouvez le mettre dans le dos. Et alors là, c'est encore plus la liberté. Donc tout petit, c'est vrai qu'on les a apportés là. De bisous à portée de cœur, voilà, c'est vraiment comme dans le ventre. Moi j'avais vraiment l'impression que c'était encore la continuité. Du coup j'ai même pas eu ce passage où on dit souvent qu'il y a des mamans qui sont après nostalgiques de plus avoir leur ventre et le bébé, et moi en fait je trouve que ça s'est tellement fait en douceur quand je l'ai fait. Coucou, bienvenue. Quand j'ai pu porter ma fille, je la portais presque à H24 hein. Mais du coup les bébés pleurent beaucoup moins, ils sont complètement comblés au niveau des besoins. On peut répondre et on se rencontre immédiatement aussi quand ils ont besoin de quelque chose. S'ils ont besoin de téter, ils sont à portée de téter, donc on les fait téter. Le fait qu'ils soient collés contre notre poitrine aussi, c'est un lien avec l'allaitement. C'est que du coup, ils vont se réguler aussi au niveau de la température, parce que souvent on pense que l'été il fait tellement chaud qu'on transpire. Moi je me rappelle, ma fille et moi on était collés, on faisait de l'eau, c'était incroyable. Mais en fait, les enfants n'ont pas la capacité de réguler leur température quand ils sont donc nouveau-nés, les nourrissons. Et le fait qu'ils soient collés à nous va justement réguler leur température parce qu'on va transpirer pour eux. C'est ce que d'ailleurs disait Marie-Reine dans une vidéo la dernière fois, il me semble avoir vu. Je suis arrivée à ce passage-là et c'est vrai que moi je me rendais compte que je transpirais, mais du coup ça rafraîchit aussi le bébé pour eux et pour nous. Après, si vraiment ça nous gêne, on peut mettre un linge. Moi, parfois, je mettais un linge entre nous deux pour transpirer un petit peu moins. Mais c'est vrai qu'en fait, c'est finalement pas si gênant que ça. On se met en peau à peau. Ça a vraiment que des bénéfices. Je vais lire le message. Quand j'ai eu mes bébés, on ne parlait pas de cododo, mais si c'était à refaire, je l'utiliserais sans hésitation. Oui, c'est vrai qu'on n'en parlait pas du tout. Et puis en plus, je pense que c'était même à vue. Moi, je me rappelle que quand j'étais petite... j'avais des copines ou des cousines, je sais plus, mais qui en fait qui finissaient la nuit et c'était mal vu en fait qu'elles finissent la nuit. Ah mais regarde, de toute façon elle finit la nuit dans le lit de ses parents. Enfin en fait, si elle le fait c'est que ça le fait. Puis c'est un moment voilà avec ses parents, c'est un moment quand on est petit. Après on regrette quand ils le feront plus je pense. Mais c'est vrai que c'est vraiment utile pour les enfants. Quant au portage, il n'y a qu'à regarder comment font les femmes en Afrique. Et les bébés sont toujours portés et ne pleurent pas, exactement. D'ailleurs, j'avais vu un truc sur ça qui disait que je crois que justement les femmes africaines, ou c'était une femme africaine qui avait écrit un post, je sais plus où j'avais lu ça, sur un blog, qui disait qu'en fait en Afrique, effectivement, les bébés ne pleuraient jamais puisqu'ils étaient tout près de leur maman, donc ils avaient besoin de rien d'autre, hein, les mobiles, les jeux, les machins, le chauffe-biberon, tous les trucs qu'on essaye de nous vendre quand on va dans les magasins de puériculture qui ne sont finalement pas utiles. En fait, une fois qu'on a le portage, on a besoin de rien d'autre. En tout cas, quand ils sont tout petits, parce qu'ils ont juste besoin de leur maman, de la chaleur de leur maman ou du corps, de l'odeur de leur maman. Et du coup, c'est vrai qu'ils pleurent pas. Et cette maman disait que, en fait, justement, elles étaient choquées, les Africaines, quand elles venaient. Elles disaient que les bébés français pleuraient tout le temps parce qu'elles étaient choquées de ça. Mais effectivement, quand ils sont tout le temps dans la poussette ou même les médecins, comme je disais tout à l'heure, conseillent de laisser pleurer les enfants. Ça, c'est des conseils qu'on entend depuis les arrière-grands-parents, les grands-parents, et encore des médecins aujourd'hui qui disent non, mais laissez-les pleurer, ça lui fait du bien, il faut qu'ils s'habituent à s'endormir. Voilà. Et en fait, non, c'est pas des mauvaises habitudes. S'il pleure, un bébé ne pleure jamais pour rien, c'est qu'il a quelque chose à communiquer. Par contre, je les prenais dans le lit dès qu'ils pleuraient beaucoup et ils se calmaient tout de suite. Donc tu vois, finalement, c'était pas un choix vraiment, mais c'est ce que je disais. Alors, tout à l'heure, je disais subir, c'est peut-être pas forcément subir, mais en tout cas, c'est le faire sans forcément que ce soit un choix à la base, et puis finalement, ça se fait naturellement. Mais oui, revenons à l'essentiel. Oui, les massages bébés, avec Christine d'ailleurs. N'est-ce pas, Christine? Les massages, la connexion avec bébé, c'est hyper important. En tout cas, et donc c'est ce que je voulais vous dire pour le portage, le fait de faire des ateliers, ça va permettre de pouvoir bien positionner le bébé, parce que souvent,
Alors je sais que il y en a qui disent que si vraiment les bébés n'aiment pas être tournés, ça peut se faire. Mais moi je sais de ce que j'ai appris et de ce que je vois, quand je vois un enfant qui est tourné face au monde, massage bébé c'est génial, mais oui. Quand je vois que les bébés sont tournés face au monde. Je l'ai vu encore en début de semaine, j'étais à la plage et il y avait une maman, donc je me suis dit, oh chouette, elle a un porte-bébé, tout ça. Et en fait, elle a mis son bébé face au monde, donc il était comme ça, les bras comme ça, les jambes qui pendouillaient comme ça, face comme ça. Et en fait, je me sentais vraiment mal à l'intérieur. Je sentais une angoisse à l'intérieur de moi de voir ce bébé comme ça. Parce qu'en fait, quand ils sont tout petits comme ça, ils peuvent pas se réconforter, se réfugier. Et ils sont face à tous les stimuli qui se présentent à eux. Alors oui, des fois, ils aiment bien, les enfants, regarder le monde. Mais en fait, même tournés vers nous, ils découvrent aussi, ils ont le mouvement. En fait, ça l'entraîne leur équilibre. L'oreille interne, en fait, ça travaille leur oreille interne par rapport à l'équilibre, puisque vous, quand vous allez faire vos mouvements, ça va les aider. Mais du coup, quand ils sont face au monde, ils vont pas pouvoir se réfugier quand ils en ont besoin. Alors que quand ils commencent à bouger la tête, je me souviens, ma fille, vers 3 mois, quand elle commençait à bouger la tête, elle était tout le temps comme ça, elle regardait, mais au moins, dès qu'elle était fatiguée ou qu'il y avait trop de stimuli, hop, elle se reblottissait contre moi. Or, quand ils sont face au monde, ils n'ont pas cette possibilité-là, donc ça peut être très stressant comme moment pour eux. Et cette position avec les jambes, en fait, avec la pesanteur qui tire sur leurs jambes, ils sont pas soutenus. Et c'est vraiment pas, c'est pas du tout physiologique. À partir de quel âge peut-on les tourner face au monde ? Justement, en fait, en portage, on les tourne pas face au monde. Et il vaut mieux les mettre dans le dos. Et si tu les mets bien haut, en fait, ils peuvent regarder ici, là, au-dessus de ton épaule. Et puis, ils regardent sur les côtés. Ils n'ont pas forcément besoin de regarder forcément face. Et d'ailleurs, en poussette, c'est pareil. Hein, c'est mieux qu'ils nous voient, non, parce que ça les réconforte, même s'ils voient autour, ils voient le ciel. Mais ils n'ont pas besoin d'être tournés. En fait, même en poussette, souvent les poussettes, c'est plus les poussettes, pas trop les landaux du coup, puisqu'ils sont tournés face à nous, mais souvent les poussettes sont tournées, quand c'est les poussettes, je sais plus comment on appelle ça, les poussettes cannes, qui sont tournées face au monde en fait. Mais c'est pas forcément idéal, parce qu'encore une fois, ils peuvent pas se réconforter. Bon, quand ils sont plus grands, voilà. Mais en tout cas, en portage, c'est pas du tout une position physiologique que de les mettre comme ça, parce qu'ils peuvent pas avoir les genoux. Je disais tout à l'heure, la position physiologique, en fait leur dos doit être un peu arrondi et leurs genoux au-dessus de leur hanche en fait, et dans cette position un peu comme nous quand on est accroupi. Donc avec cette position là, c'est pas possible face au monde de l'avoir. Donc c'est pour ça que c'est pas du tout, en fait je pense que c'est jamais, voilà. Mais du coup c'est vrai que quand je vois des mamans ou même des bébés qui sont face à la maman, donc tout contre, mais qui n'ont pas cette position là justement, parce que selon les porte-bébés, ils ne sont pas du tout physiologiques et les jambes pendent, elles sont pas soutenues en fait, leurs fesses et leurs cuisses en fait ne sont pas soutenues et relevées comme ça, ce qui fait qu'ils sont pas dans une position optimale en fait. Donc voilà, après c'est vraiment intéressant. Je sais que sur les réseaux, il y a beaucoup de monitrices de portage qui expliquent les positions, qui montrent aussi comment installer bébé dans les écharpes, faire les nœuds, tout ça, parce que moi j'avais vraiment la vraie écharpe de 5 mètres de long, et que j'ai encore, et que parfois je mets ma fille dedans, et j'adore, parce qu'après c'est super facile de mettre dans le dos. Après il y a d'autres porte-bébés qui sont physiologiques. Moi j'ai choisi Ling Ling d'amour, parce que je trouvais que niveau rapport qualité-prix, coucou Anastasia, niveau rapport qualité-prix, pardon, ils sont vraiment top. Voilà, parce que c'est tout en coton bio, ils sont très physiologiques pour le coup, ils sont très confortables pour les parents, pour les enfants aussi. Donc j'avais une écharpe et après je suis passée sur les lignes d'amour en porte-bébé et j'adore. Et on en a un là, un preschool, et là on va pouvoir s'en servir pendant très longtemps et c'est super pratique en promenade. Voilà, moi j'avais tout le temps ma fille pour les siestes. D'ailleurs, ça a toujours été un peu compliqué pour nous le dodo. Et donc c'était portage et je pouvais faire ce que j'avais à faire, je la mettais dans mon dos. Au début, quand elle était toute petite, j'osais pas parce que j'avais peur de la position dans le dos. En fait, c'était pas tant la position qu'elle y soit, c'était le fait de la passer dans le dos avec l'écharpe, parce que je n'avais que l'écharpe d'ailleurs à l'époque. Et quand j'ai pris le coup, que j'ai pris confiance, je savais que je pouvais pas lui faire mal, je me mettais au-dessus du lit, voilà, je me mettais.
Et en fait, après, j'ai pris le coup et c'était vraiment, c'est comme un sac à dos pour le coup. Et elle était super contente. Parfois, je lui donnais un truc à tenir dans la main ou les, vous savez, les colliers d'allaitement aussi avec des grosses perles. Là, ça peut être sympa, il joue avec. Voilà. Et alors, pour faire les courses, c'est le top. Même quand ils marchent, après, ils vont pas partout vadrouiller, à toucher à tout. Enfin, voilà. Pour moi, c'est vraiment la révélation, le portage. C'est tellement, tellement intéressant. J'ai une notification, qu'est-ce que c'est ça? Comment on passe le bébé dans le dos pour le glisser dans l'écharpe? Alors, pour le glisser dans l'écharpe, il y a plusieurs manières en fait. Il y en a, on peut mettre sur l'écharpe, quand c'est les écharpes vraiment en coton, là, en sergé croisé. Après, je sais pas les autres, celles qui sont élastiques un peu, je sais pas trop. Par contre, moi je sais que j'avais celle-ci et donc il y a la possibilité de mettre le bébé dedans, bien dans l'écharpe, en le positionnant avec l'écharpe qui revient jusqu'aux cuisses. Et là, on rabat en fait comme un petit sac et on le prend. Et il y avait une technique en fait pour le mettre dans le cou comme ça et se le rattacher. Après, selon l'âge, on peut aussi les faire passer sur le côté, c'est-à-dire se l'installer sur la hanche en tenant donc l'écharpe. Et après, on faisait glisser l'écharpe. Moi, c'était comme ça que je le faisais. Du coup, je faisais glisser l'écharpe et j'attachais. Donc, en fait, en me mettant toujours comme ça, ma fille était sur mon plat du dos. Elle ne pouvait pas tomber puisque je la tenais avec l'écharpe. Et du coup, elle était aussi posée sur moi. Donc, voilà. Sauf si vraiment je me redressais, elle pouvait glisser. Mais voilà, je la tenais. Et toujours, en fait, maintenir. Quand on les installe, de toute manière, ils expliquent de toujours maintenir, en fait, le bébé par le soutien. Voilà, je ne sais pas si ça a répondu à la question, mais en tout cas, il y a vraiment, je me rappelle plus le nom, je crois que c'est à hauteur d'enfant peut-être qui montre comment installer les bébés dans les écharpes, mais sur YouTube, vous pouvez trouver ça. Et si vraiment vous avez l'occasion de faire un atelier, c'est vraiment très important et très intéressant, je pense. Parce que comme je vous le dis, des fois, quand on a 2 enfants aussi, c'est hyper intéressant. Moi, quand je gardais du coup le petit garçon que j'avais ma fille en portage et le petit garçon dans la poussette et c'était hyper pratique plutôt que d'avoir des grandes poussettes ou bon des fois quand ils sont plus grands on peut les mettre sur les petites patinettes là qui sont devant la poussette mais bon des fois ils n'ont pas forcément envie de rester debout non plus donc c'est hyper pratique que ce soit devant ou derrière. Pour en revenir au dodo, quand ma fille donc la journée faisait pas forcément ses siestes, moi j'allais me faire des balades, elle s'endormait dans mon dos. Aujourd'hui encore, elle le fait avec mon mari. Moi, j'ai un peu plus de mal à faire de longues balades avec elle, puisque à un moment donné, voilà, je la portais moins. Tant que je la portais régulièrement tous les jours, j'ai pas vu son poids, parce que souvent il y a la question du poids, du dos. Et en fait, en tout cas, moi, c'est ce que m'avait expliqué la monitrice, c'est que la poussette, finalement, déjà il y a le poids de la poussette, il y a le poids du bébé dedans, et il faut pousser, et c'est pas forcément bon pour le périnée. Alors que quand il est collé contre nous, et d'ailleurs, si on prend un pack d'eau, si vous le portez à bout de bras. Souvent, les gens, quand ils portaient ma fille, me disent « Oh là là, mais elle est lourde, comment tu fais pour la porter comme ça toute la journée en écharpe ?» Enfin, en écharpe. En fait, je disais « Mais c'est pas pareil parce qu'elle était contre moi. Elle était déjà, je la portais pas avec mes bras, avec la force des bras. Et puis, elle était collée à moi. C'est tout mon dos, c'est tout mon corps, en fait, qui la soutenait, qui la portait. » C'était dispersé le poids, c'était pas uniquement dans mes bras. Alors que moi-même, si je devais la tenir quelques instants, parfois juste quand je la portais pour faire un truc, c'était dur pour moi de la porter comme ça. Alors que dans l'écharpe, j'avais pas de soucis. Et en fait, c'est plus facile finalement que d'avoir la poussette. Voilà, encore une fois, c'est mon choix à moi, c'était ça, c'est que je trouve ça beaucoup plus pratique. En ville pour marcher, qu'il y a des crottes de chien partout, le pot d'échappement qui est pile à la hauteur du bébé. Quand vous passez en voiture, que vous traversez la route, les trottoirs qu'il faut monter et descendre, enfin voilà, je trouvais ça vraiment, elle était contre moi, je pouvais la protéger, je la sentais tout près. Elle, je se sentais, même s'il y avait des stimuli, des bruits, etc., puisqu'à l'époque, quand elle était toute petite, jusqu'à ses 6 mois, on habitait au centre-ville de Marseille, donc il y avait beaucoup de bruit, mais elle était contre moi, en fait, ça atténue les bruits, ça atténue plein de choses, elle était près de mon cœur, ce qui le rappelle quand elle était dans le ventre. Voilà, donc c'est le prolongement de la grossesse, c'est top, c'est la magie. Ça se sent que c'est la magie ou pas? Je ne sais pas si vous avez d'autres questions par rapport au portage, par rapport au cododo aussi. Pour le cododo d'ailleurs, pour revenir à ça, vous avez des lits qui sont assez pratiques
maintenant qui font, c'est Kiko qui fait ça d'ailleurs, c'est les Lico Dodo Next to Me, moi j'avais pris. En fait, vous avez un côté, et moi c'était pour ça que j'avais choisi celui-là d'ailleurs, parce qu'il restait pas que comme ça. Donc quand elle dormait, par exemple, si elle faisait la sieste, que je la posais, que je réussissais à l'endormir dans l'écharpe, que je la défaisais délicatement et que je la posais tendrement dans le lit, sans qu'elle se réveille, parce que c'était pas gagné. Quand ça réussissait, du coup, je pouvais refermer le côté parce qu'il restait pas ouvert. Donc ça, c'était assez... voilà, j'avais choisi celui-ci pour ça, parce qu'au moins je pouvais l'avoir. Et en plus, il était sur roulette, donc je pouvais aussi la mettre dans la salle à manger avec moi pour qu'elle entende de la vie et qu'elle soit pas toute seule dans sa chambre. Voilà, enfin dans notre chambre du coup, puisqu'elle était dans notre chambre. Voilà, voilà, donc j'avais envie de vous partager ça aujourd'hui, mon expérience et ce que moi j'avais trouvé, ce que j'avais fait qui était intéressant. Et puis c'est une activité, du coup c'est sympa parce que elle nous entraîne pendant l'atelier, pour en revenir au portage, pendant l'atelier, elle nous faisait voilà, tester plusieurs choses, donc au moins ça nous laisse vraiment choisir. J'avais été, après avoir fait cet atelier-là, j'avais été voir, je sais plus, un magasin de puériculture, je ne saurais plus lequel. Et en fait, la femme, elle avait essayé de me vendre son porte-bébé alors que, enfin, en fait, ils ne sont pas du tout formés non plus. Eux, juste ce qu'ils veulent, c'est vendre leurs produits. Et sans vraiment être informée, et celui qu'elle voulait, il n'était pas du tout physiologique. Et ben voilà. Et donc, juste pour dire que c'est hyper important parce que, encore une fois, quand on voit les bébés qui ne sont pas mal installés, je sais pas comment. Enfin voilà, après je me dis, ça me regarde pas, c'est leur bébé. Mais ça me fait de la peine pour le bébé et pour la maman parce que je me dis, je suis sûre qu'elle pense vraiment bien faire de porter son enfant dans son porte-bébé comme ça, sauf qu'en fait, il n'est pas bien installé et c'est pas l'idéal, quoi. Mais voilà, donc c'est pour ça que je vous le partage et vous, vous pouvez aller faire ce fameux atelier pour avoir la bonne position. Voilà, voilà, sur ce, bah, écoutez, j'espère que ça vous aura donné quelques pistes ou quelques réponses. N'hésitez pas si vous avez des questions et j'ai j'ai les coordonnées. Si vous êtes vers Gap, j'ai les coordonnées de Marie-Reine si vous avez besoin. Sinon, voilà, je connais quelques monitrices de portage, donc si ça vous intéresse, je pourrais aussi vous transmettre ça. En tout cas, merci d'avoir été présente. J'espère que ça aura répondu aussi à vos questions. Et puis, je vous dis à très bientôt. Je reviendrai sur les choix parentaux aussi. Je vous parlerai de la langue des signes, de la diversification menée par l'enfant, de la motricité libre. Donc si vous avez déjà des questions à ce sujet, n'hésitez pas à me les poser, comme ça j'essaierai d'y répondre dans le live. Voilà. Merci à toi Jasmine, avec plaisir. Et à très bientôt.